Bonjour Olivia et bonjour Thomas. Bonjour, Salut Thomas. salut. Et bonjour à tous et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Comme vous savez maintenant, on a décidé d'adapter un peu notre contenu sur les réseaux sociaux pour la période du confinement. Et on a fait notamment un petit sondage il y a quelques jours dans lequel on vous demandait ce que vous aviez envie de voir et vous avez été assez nombreux à répondre que vous aimeriez avoir un peu plus de contenu sur l'art et l'histoire de l'art. Et c'est là qu'avec Olivia, on a eu une idée, puisqu'en fait, on s'est rencontrés chez Christie's, comme vous le savez peut-être, mais il n'y avait pas que nous deux chez Christie's, il y avait aussi Thomas Sédou, qui se trouve être aujourd'hui mon mari, et donc avec lequel je suis confinée en ce moment. Et Thomas, quand on était chez Christie's, donnait ce qu'on peut appeler des conférences, mais qui étaient plus que des conférences, qui étaient vraiment des présentations hyper intéressantes et ludiques sur l'histoire de l'art, qui plaisaient énormément à l'époque. Et il y en avait une notamment qu'on a adorée avec Olive, qui s'appelle Regarder n'est pas assez que nous allons du coup vous présenter aujourd'hui, enfin que Thomas va présenter. Et voilà, on s'est dit que ce serait une bonne idée pendant ce confinement de partager ça avec vous. On la découpera certainement en plusieurs morceaux pour vous la présenter dans son ensemble. Et on espère que ça vous plaira. C'est parti les gars. Merci Fanny. Olive, Thomas, vous êtes chaud. Merci Fanny et Olive. Ce sont des bons souvenirs pour moi. C'est une conférence que j'ai dû écrire il y a une dizaine d'années et qui part d'un vieux souvenir quand j'étais ado et que je commençais à fréquenter les musées et les musées d'art et notamment d'art abstrait. Et lorsque je me retrouvais à la Tate Gallery en 2002 face à cette pièce des 14 stations de la Croix de Barnett Newman, je me suis senti hyper intimidé. Il n'y avait personne dans le musée, il n'y avait pas personne sur le banc, mais j'ai toujours été stupéfait des gens qui s'asseyaient et qui étaient en extase devant ces œuvres, qui ne me parlaient absolument pas et que je ne comprenais pas. Je ne voyais pas du tout la relation entre Barnett Newman et les stations de la Croix et la Bible. Je ne voyais pas du tout le lien. Et en fait, j'ai appris au fil des années que si on pouvait contextualiser les tableaux, si on pouvait comprendre dans quel contexte, dans quel climat, dans quelle année ils ont été construits et ils ont été créés par l'artiste, on apprenait à lire les tableaux totalement différemment. Enfin, certains tableaux, du coup. Certains tableaux, Parce oui, que bien nous, comme sûr. tu sais, notre politique aussi, c'est un peu d'essayer de montrer parfois des œuvres et des artistes où on peut avoir une émotion immédiate. Absolument, et c'est un peu le but. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu vas dans un musée et Ouais, que tu vois une œuvre qui est considérée comme ultra importante et pour laquelle tu n'as aucune émotion? ouais, c'est là que t'es Qu'est-ce dans qu'elle veut t'es dans dire, la cette œuvre? mouise. Qu'est-ce qu'elle représente? Euh, et et c'est un petit peu normal, en fait, qu'on ne comprend pas comment regarder, parce que c'est vraiment presque impossible d'imaginer ce que le public du 19e siècle, du 18e siècle, du 16e siècle euh, faisait pour regarder des images. À quel point aujourd'hui on est complètement déconnecté de la rareté des images de l'époque. Euh, Aujourd'hui, on est bombardé d'images, on vit dans un monde visuel, de par nos écrans, de par les réseaux sociaux, de par l'Internet, de par aussi les centaines de magazines qui sont à nos dispositions, les photos aujourd'hui qu'on prend avec notre iPhone. On est bombardé d'images et notre interprétation des images, elle est presque instantanée. Par exemple, les logos. Aujourd'hui, je vous montre un crocodile, je vous montre des cerceaux de différentes couleurs qu'on identifie automatiquement avec Lacoste, avec les Jeux Olympiques, avec Apple, si j'ai une pomme. Et on est dans une société où chaque image, en fait, représente chez nous automatiquement quelque chose, et donc on ne la regarde même plus. Euh, Par exemple, tous ces logos que je vous présente ici, j'ai toujours été stupéfait quand j'ai découvert moi-même pour la première fois le fameux C de Carrefour dans leur logo. J'ai toujours compris leur logo avec deux flèches, une bleue et une rouge, mais j'ai jamais compris qu'en espace négatif à l'intérieur, il y avait la lettre C, par exemple. Même chose pour FedEx. FedEx, ça vous dit quelque chose, les filles, comme logo? Il y a quelque chose de particulier? Moi, je sais. Par Mais, exemple, entre mais je me le, rappelle que la première fois que je l'ai réalisé, j'étais soufflée. entre le E et le X, il y a une flèche qui indique qu'effectivement, FedEx amène rapidement les colis n'importe où dans le monde. Et la flèche, Oui, elle est bien cachée, mais elle est là. Ah. Donc parfois, regarder, effectivement, n'est pas assez. Et si oui, c'est vrai que le premier contact avec une œuvre d'art qu'on souhaite acheter doit être un coup de cœur et doit visuellement vous parler, dans le contexte d'un musée ou d'une institution publique,
c'est pas toujours facile d'interpréter les tableaux et de comprendre pourquoi ils se trouvent dans ces musées majeurs. Et ce que je voulais faire, c'est commencer avec un tableau qu'on connaît tous, qu'on a probablement tous visité au Louvre avec nos grands-mères, et qui est le radeau de la Méduse de Géricault, qui est un tableau qui est hyper impressionnant parce qu'il fait 7 mètres de long par 4 mètres de haut et il trône dans la grande galerie du Louvre et on le regarde et on le reconnaît tous comme un des chefs-d'œuvre de la peinture romantique française. Mais est-ce qu'on comprend ce tableau? Le titre du tableau officiellement, c'est le naufrage d'un radeau. Et effectivement, c'est le c'est le titre officiel donné par Géricault. D'accord. Géricault a mis plusieurs années à le peindre et il a toujours considéré cette œuvre comme un chef-d'œuvre absolu. Absolu. Et il a passé son temps à étudier les corps, il est même allé à la morgue pour savoir à quoi ressemblait le corps humain une fois décédé, parce que certaines personnes sur le radeau sont mortes. Et si on regarde bien le tableau, qui est gigantesque, on voit tout au fond de la ligne d'horizon, on voit un tout petit bateau qui vient les sauver et qui vient sauver le bateau, le radeau. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et effectivement, la scène que l'on voit plus précisément, Géricault la raconte, c'est un moment précis où en fait le bateau va les rater, ne va pas les voir, et il reviendra les trouver que 3 semaines plus tard. Et malheureusement, 90% des personnes sur le radeau étaient mortes. Ils seront passés. Ils seront passés. Alors comment est-ce qu'on sait tout ça? Parce que tout ça n'est pas simplement un tableau d'atelier, un tableau inventé. C'est un tableau fait basé sur un fait réel qui s'est passé en 1815, qui est quand le Sénégal a été rendu par les Anglais à la France, sous Louis XVIII, je pense. Et la France, du coup, s'est empressée d'envoyer une délégation par bateau vers le Sénégal pour pouvoir prendre contrôle du Sénégal et la récupérer aux Anglais. Le bateau a traversé une tempête, est tombé sur un banc de sable, et malheureusement, il n'y avait pas assez de chaloupes pour tout l'équipage, et une grande partie de l'équipage, qui n'étaient pas les officiers, qui n'étaient pas le capitaine, se sont retrouvés sur un radeau construit de fortune sur la base du bateau existant, et ont dérivé en mer pendant des semaines. Plus de 150 personnes sur le radeau, seulement 15 ont survécu, et ça a été un drame politique en France et diplomatique gigantesque, en se disant pourquoi est-ce qu'on a sauvé tous les officiers du bateau, mais que l'équipage a été littéralement abandonné sur un radeau de fortune, où on parle de cannibalisme, on dit que les gens se sont entretués, se sont mangés même pour survivre, et ont vécu l'horreur absolue. Le tableau a été montré. Pardon, Olivia? Non, mais est-ce que tu peux raconter aussi pourquoi c'est important dans l'histoire de l'art que tout d'un coup on représente un fait divers? C'est assez nouveau, non, à ce moment-là? Très bon point, Olivia. Effectivement, à l'époque, on n'avait pas l'habitude. À l'époque, on peignait soit des commandes de l'Église essentiellement, soit des portraits, soit des natures mortes, mais rarement un événement politique actuel, en plus, qui avait un peu divisé la France en deux, entre ceux qui soutenaient l'équipage et ceux qui soutenaient les décisions du capitaine à l'époque. Donc c'était un phénomène assez rare de peindre un tableau aussi monumental sur un sujet aussi controversé. Donc son tableau a été refusé? Non, son tableau a été accepté, critiqué. Je crois qu'il a été retiré pendant le salon, sous les critiques. Et attends, et est-ce qu'à ce moment-là, donc en 1819, quand le tableau est présenté au salon, il en est où, Géricault, dans sa carrière? Est-ce qu'il est déjà reconnu? Est-ce que c'est un nouvel entrant dans le salon? Est-ce qu'il a fait d'autres chefs-d'œuvre avant ça? Et Géricault était surtout connu jusqu'à là pour ses chevaux, pour ses célèbres peintures de chevaux assez extraordinaires et très réalistes. Mais en fait, il faut savoir, parce que moi je ne savais pas, donc je viens de le voir, qu'en fait il est mort très jeune. Hein. Oui. Il est né en 1791 et il est mort en 1824. 24, oui. Donc c'est quand même assez court. Et le radeau de la Méduse, il date de 1818-19. Donc c'est quand même à la fin de sa toute petite carrière. Oui, à la fin de sa toute petite carrière, exactement. Et donc, un peu désemparé, Géricault se retrouve sans argent, et avec un tableau d'un format assez extraordinaire, 4 mètres sur 7 mètres, et ne sait pas quoi en faire. Et il va finalement l'envoyer à Londres, sachant que les Anglais avaient remarqué le tableau au salon à Paris et s'étaient réjouis du scandale que ça avait créé, parce que le Sénégal était une colonie anglaise, évidemment, avant qu'elle soit rendue à la France. Et l'Angleterre
a organisé et monté une exposition avec uniquement ce tableau, une exposition payante, où le public pouvait voir justement le désarroi de la marine française face à ce don de la colonie du Sénégal qui était rendu aux Français. Et c'est là où Géricault a pu gagner de l'argent et a pu rencontrer le succès qu'il cherchait tellement. Le tableau, après l'exposition, est rentré en France et c'est seulement à la mort de Géricault que le Louvre l'a acheté et qu'il a rejoint les collections françaises. Mais probablement la représentation la plus importante dans l'histoire de l'art et la plus tôt d'un événement politique courant. Et effectivement, ça donne une dimension au tableau et un réalisme qui est insoupçonnable aujourd'hui. Bah, génial, merci Thomas. Mais de rien. C'était chouette. À la semaine prochaine. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite avec joie. Merci Olive. Merci à toi. À bientôt. Ciao.